Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Est-ce la saison de la vengeance pour les partenaires de Phil Foden? Index posé sur les lèvres. On ne sait pas exactement à qui il fait ce chute, mais les partenaires de Ryan Cherki ont signé une victoire assez impressionnante contre Dortmund. Avec beaucoup de qualité, ils continuent leur montée en puissance et cette J4 de Champions, les amis, on se retrouve enfin jeudi soir pour la débriefer. Ça a été une très grosse journée ici. Et demain, vous aurez la méga draft de Premier League avec Stan, qui est aussi dans les cartons. Très content de vous retrouver pour parler notamment des Sky Blues. On va faire aussi un petit détour par Bruges pour discuter de ce Barça d'Hansi Flick. On va parler de l'Olympique de Marseille, on va parler de Galatasaray qui est aux portes du top 8. Assez extraordinaire, 9e, 3e victoire en 4 matchs, bon, contre l'Ajax, qui est une catastrophe absolue. Karabag, la surprise de ce début de campagne européenne. Coupe Miners, qui est devenu un défenseur central. Si vous avez raté ça, et c'est sérieux, c'est sa position de rêve, il l'a dit. Il a déjà joué défenseur central à Alkmaar, mais ça aussi, c'était un petit twist intéressant. On ne fera pas 30 minutes là-dessus, mais un petit mot en fin de vidéo. Commençons par ce qui m'intéresse le plus, parce que le retour des Reds, peut-être, après cette belle victoire contre le Real Madrid à Anfield, il coïncide avec la saison de la vengeance, peut-être aussi pour Manchester City, et les deux se jouent dimanche à 17h30. Ça va être énorme. City est favori, normal parce que c'est à l'Etihad. Je les vois encore un peu favoris, je crois, et on va parler un petit peu de ce Manchester City, mais la vérité c'est que c'est méga chaud, et j'ai juste trop hâte d'être dimanche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un City-Liverpool aussi kiffant, aussi hypant. Espérons enfin qu'on ait un gros match de Premier League qui ne déçoive pas. Parce que pour l'instant, début de saison, la Premier League, City-Liverpool, ça va être dimanche, ça va être costaud. Et j'espère que tout roule pour vous. Trop content de vous retrouver pour ce petit récap. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait un petit récap. Il y a beaucoup de sujets qui arrivent pour vous dans les prochains jours. Mais démarrons avec ce Manchester City qui monte en régime. C'est ma sensation. Les hommes de Pep Guardiola, ils sont en train de faire peut-être la saison du comeback. Lui, il est très chill à Manchester. On est assez chill. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'Erling Haaland qui sort costume de Joker dans les rues de Manchester le soir d'Halloween. Les gens le croisent. On dirait que c'est leur pote qui le voit tous les jours. Ça lui surprend. Ils sont chill à Manchester. Et effectivement, Phil Foden a pris son selfie avec les gars en tribune. Et surtout, en plus d'être chill, ils construisent bien. La première phase, je les trouve extrêmement tranchants. Et il y a beaucoup de séquences contre Dortmund où ils ont été... c'est sympa à regarder. Donc ce matin, je me suis fait le match en l'ayant téléchargé, tranquille, en pouvant faire play, pause. Je me suis vraiment régalé. Beaucoup de séquences de progression. Donc là, Matheus Nunes pour Nico Gonzalez, pour Reinders. On casse une ligne, puis une deuxième. Reinders le contrôle dans le sens du jeu. Nico O'Reilly, j'en parle depuis un moment maintenant. Latéral gauche, mais qui vient beaucoup dans le demi-espace, qui est régulièrement un des joueurs les plus avancés, parfois dans les liaisons avec Erling Haaland aussi. Ça progresse très bien. Il est alerté. Il met le petit ballon par-dessus pour Phil Foden, qui a fait encore un match hardcore. Et City a déjà montré quelque chose de sympa. Dans le build-up, donc, 4-3-3. C'était un 4-3-3 hier avec O'Reilly, Gvardiol, Stones et Matheus Nunes, la ligne de 4. Le trident de l'entrejeu, Nico Gonzalez, bien sûr, plus bas en tant que 6 bousquetien, plus bas que Foden et Reinders. Doku et Savinho étaient sur les ailes et Erling Haaland en pointe. Ça ressemble pas mal à un 4-3-3. Sur pas mal de moments, c'est vraiment un 4-3-3. Et c'est aussi l'épée médiévale de Pep Guardiola. Une épée qu'il a passé des heures et des heures sur la pierre à aiguiser et qui est tellement tranchante dans l'axe. Ça, c'est pour moi l'image j'espère que vous aimez, de ce Manchester City qui passe beaucoup par l'axe. On l'a vu sur les 10 derniers jours, on l'a vu contre Swansea en Carabao Cup, on l'a vu contre Bournemouth en Premier League, avec les constructions avec Doku très intérieur, Cherki dans ce match, Foden, et on le voit ici contre Dortmund, avec Stones qui saute une ligne, qui trouve Reinders en battant Guirassy et la première ligne de Dortmund, Adeyemi, Sabitzer, Nmecha et Bayer. Faute gagnée. Coup franc vite joué par Nico Gonzalez. Encore une fois plein axe. Encore une fois, ça perce Sabitzer Nmecha. Haaland, le contrôle massient. Même lui, il est capable de contrôle jambe éloignée. Il se met vite dans le sens du jeu.
accélère entre 3. Ouais, l'épée tranchante de Pep. Elle a un fer de lance assez extraordinaire. Et lui, bien sûr, il est méga, méga bouillant. Il a encore marqué. Mais cette équipe extrêmement axiale, ce build-up méga axial, il est vraiment impressionnant. Et Liverpool va avoir du travail à l'Etihad dimanche pour réussir à y résister. Il passe tellement bien dans l'axe. Et si là, Nico O'Reilly est un peu plus, peut-être un petit peu moins timide, cette action, normalement, elle doit aller au bout. C'était une grosse action. C'est une action qui amène un corner. Sur le retour de corner, c'est le 1-0. Donc tout ça, c'est parti. Donc si on remonte. Tout ça, c'est parti de ce premier jeu de Stones. La faute, le coup franc vite joué, axe, l'épée tranchante, corner, retour de corner. Savigno accélère. Son petit centre, il est dévié par Kobel. Ça revient dans les pieds de Doku. Et Doku, il a fait un festival. Doku, il a été incroyable. Doku, vous allez voir demain la méga draft avec Stan. J'en dis pas plus. Doku, magnifique joueur, quel début de saison. Et tellement d'instinct, de flair, mais plus travailleur que jamais encore, beaucoup plus constant. Et des moments de lumière comme ça, angle de la surface. Un dribble tellement imprévisible. Et après, le centre en retrait, il est millimétré pour Erling Haaland. Ça, c'était une action que j'étais en train de regarder double écran en plus. J'étais sur OM Atalanta, qui était un autre match. C'était un match. Et on va en parler vite fait. Mais celle-là, je l'ai vue en direct. Et il finit avec tellement d'aplomb, Erling Haaland. Il n'y a aucun doute dans son esprit. Quand le centre en retrait arrive, Reinders est déjà en train de célébrer. Quand le centre en retrait arrive, il sait comment il va finir. Tout le monde célèbre. À la fois Reinders, mais aussi Savigno. J'aime beaucoup la célébration. Vous savez, j'aime bien regarder les célébrations, voir si le groupe est uni, s'il vit bien. Quand l'autre mec marque, est-ce que les joueurs offensifs pensent eux à leur stats ou non? Il y a un bon truc à City. Ils sont très durs à presser. Nico Gonzalez, il perd quasiment pas de ballon. En plus de leur côté extrêmement tranchant, qui est très visible. Si vous avez vu Bournemouth, si vous avez vu des séquences de ce match, vous avez vu City bien surpasser par l'axe, comme on l'a montré. Ils ont aussi des possibilités pour renverser. Et ça, c'est plus classique guardiolien. Tellement dur de les presser dans les petits périmètres comme ça, qu'ils peuvent fixer pendant longtemps. Doku, Foden, Nico Gonzalez, 3 sur une largeur de 3-4 mètres. Ils attirent 4 gars de Dortmund. Nico Gonzalez pour Foden. Il y a 5 joueurs de City dans ce petit périmètre. Il y en a 7 de Dortmund. Il y en a 10, les 10 joueurs de champ qui sont sur les 60% gauche du terrain. Du coup, Foden peut renverser, trouver Savigno, il accélère. Et City a aussi donc la largeur, grâce à leur qualité technique, pour fixer dans les petits périmètres. Ils peuvent aussi renverser. Ils n'utilisent pas que l'axe, pas comme le bélier d'Eddie Howe de l'année dernière. Ils ont aussi la largeur et ils l'utilisent. Ça donne une frappe cadrée de Reinders au bout. Honnêtement, avec ballon, même s'ils ne sont pas parfaits, on va montrer. Pour moi, c'est vraiment ce City de transition en 1. L'année prochaine, je pense que ça peut être incroyable. Genre vraiment incroyable. Mais déjà, City de transition en 1, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et Doku, je l'ai jamais vu aussi fort. Je trouve qu'il a tellement progressé. Il tient dos au jeu, rentre à l'intérieur, va trouver le jeu de renversement. C'est des trucs que Doku, tu le voyais comme un joueur assez monomaniaque, assez plan A et pas grand-chose de plus. Longue ligne de touche, le tapis accélérateur Mario Kart et grosso modo voilà. Mais honnêtement, que ce soit dans la dernière passe, même s'il a dit après le match qu'il devait progresser dans la dernière passe, il en a donné des pas mal. Que ce soit sur ce genre de truc, trouver dos au but, résister à la charge, aller orienter, changer de côté. Que ce soit trouver à l'intérieur sur des petits contrôles orientés, comme contre Bournemouth par exemple, au cœur du jeu, dans le 4-1-4-1 très axial. Honnêtement, il a vraiment étoffé sa palette Doku. Et en plus, le travail défensif, sans que ce soit parfait, mais la progression, elle est... Vraiment, la progression de Doku, c'est un des angles du début de saison. Il écarte sur Savigno. Il est ici à l'intérieur. Ça, c'est en seconde mi-temps, trouvé par Gvardiol, comme contre Bournemouth. Aux côtés de Cherki, très proche d'Haaland. Quand il est trouvé par Gvardiol, le contrôle dans le sens du but, l'appui sur O'Reilly. Avec O'Reilly, ils sont en train de tisser quelque chose. Il y a aussi une marge de progression là-dessus. Tout n'est pas parfait sur la liaison Doku-O'Reilly.
mais c'est pas mal. O'Reilly avec les dédoublements intérieurs, demi-espace, je pense que ça convient mieux peut-être qu'avec Aït-Nouri, mais comme on voit aussi de coups de plus en plus intérieurs, peut-être qu'on peut avoir, avec le retour d'Aït-Nouri pleine forme, peut-être qu'il peut reprendre sa place de titulaire et apporter plus la largeur, être plus joueur long de touche, longue ligne de touche. Bon, après, Doku, il a continué à passer ses dribbles. Parfois, c'est pas tout à fait... c'est pas du jeu. Doku, face à c'est... Il est tellement déstabilisant et il est capable d'envoyer aussi, après avoir créé le premier décalage, il est capable d'envoyer des passes en profondeur de 40 mètres comme ça. Pour Nico O'Reilly, trouver entre les lignes, encore une fois, ici, plein axe, le contrôle orienté. Je crois que c'est Ryerson. L'image est tellement hardcore. Et après, c'est Reinders à l'intérieur. Donc honnêtement, beaucoup de très très belles séquences. Il y avait peut-être O'Reilly à servir pour Reinders, là, de l'autre côté. Il ne l'a pas vu. Honnêtement, des belles séquences, beaucoup de progression à l'intérieur du jeu. Voilà, encore une fois, l'épée, elle est là. Passe tranchante de John Stones pour Reinders. Petit appui sur Foden, jeu en troisième homme. Et Foden, son début de saison, Doku, son début de saison, Haaland, son début de saison, bien sûr, on sait. Il y a vraiment des mecs qui sont en train d'atteindre leur plafond au cœur et au sein d'un collectif qui marche très bien. Foden qui se propose, qui est trouvé et qui envoie Haaland dans la profondeur. Voilà, ça c'est Stones qui saute une ligne, Reinders l'appuie, Foden lancé, encore une passe vers l'avant et on a joué toute cette action dans un couloir intérieur. Ça valait bien la peine d'inventer le concept de demi-espace. On l'a joué plein axe. Cette action. Et Pep, cette saison, il y a de la largeur, mais même Doku, joueur ultime de largeur, qui est rentré à l'intérieur, je trouve que c'est un bon symbole. O'Reilly qui est beaucoup dans le demi-espace, Foden très axial. Et cette action, elle a été jouée dans un corridor. Magnifique projection. Ça a continué, donc il y a beaucoup de séquences comme ça, je ne vais pas toutes les passer, mais dans ce match, Dortmund a été énormément percé à l'intérieur. Moi, ce qui me choque, les prises de balles de Foden, bah, ça c'est un peu de la triche, je trouve, en une seconde, littéralement. Après, le chrono est à une seconde près, donc on n'est pas sur, les chronomètres des Jeux Olympiques, mais en moins de 2 secondes, en tout cas, Foden passe de cette position à cette position. C'est pas mal quand tu veux aller vite dans le sens du jeu. Et il trouve encore une passe tranchante dans cet intervalle pour trouver Savigno, lancé. City manufacture ce qui ressemble à des transitions offensives. Ça l'est pas. C'est juste des constructions basses extrêmement axiales. Et c'est encore une fois dangereux sur cette action. Je pense que c'est l'action qui amène le 1-0. Encore une fois, un centre de Savigno. Ça revient, possession recyclée. Reinders, pour Foden, dans le demi-espace, il se retourne. La position parfaite, Phil Foden. 5 mètres plus haut que Kevin De Bruyne. Mais avec le pied gauche. Il se retourne, la finition elle est hardcore. Quelle finition, quel geste. Il a pris 110% de l'information avec des yeux bien ouverts. et après, il a envoyé une frappe magique. Regardez la jambe d'appui. C'est la tour de Pise qui a un torticolis. Incroyable finition. Et en plus, il met le deuxième. Le troisième de ce match, son deuxième, c'est un copier-coller. C'est un copier-coller. Reinders, encore plus difficile, honnêtement. Avec moins d'espace, mais pareil, le geste pour se retourner, la frappe qui ouvre. Ouais, il a véritablement un sniper. Et regardez, entre 7 mecs de Dortmund, ils ont très mal défendu, bien sûr. Mais il y a vraiment un Phil Foden qui a son prime, là, qui a retrouvé son niveau Player of the Year. Et il est impressionnant. Donc ça, c'est très bon pour City. Nico Gonzalez avec ballon, il a un petit peu fait oublier Rodri en attendant son retour définitif. Ouais, franchement, match après match, il est en train de s'imposer comme un excellent relanceur qui est très dur à presser. Entre deux ici, Svensson, Nmecha, il réussit à résister et à transmettre. C'était peut-être Job Bellingham qui était rentré. Il réussit à résister et à transmettre pour Ryan Cherki. Ryan Cherki, très bon match récemment, qui en plus marque le 4-1. S'il comprend encore plus que Haaland est un ovni complet et que c'était déjà possible de le lancer là et que c'était déjà trop tard maintenant,
S'il affine encore plus la compréhension, il y a déjà des signes très prometteurs. Bournemouth l'autre jour, c'était pas mal. Mais s'il affine encore plus, il aura 15 passes décisives par saison, minimum. Parce que Erling Haaland, tu peux régulièrement l'envoyer dans le dos de la défense. Et là, c'est légèrement trop tard pour Cherki. Dommage. Ça souligne simplement la force que Man City a sur son banc. Il démarre avec Savinho, Foden, Reinders, Doku sur la deuxième ligne du 4-1-4-1, la troisième ligne du 4-1-4-1. Il faut entrer Cherki, Bernardo, Ruben Dias pour passer à 5 derrière. Guardiola en a parlé en conférence de presse. Ils ont eu un moment de difficulté quand Dortmund est passé à 6 avant, 6 mecs sur la dernière ligne pour revenir dans le match. C'est là qu'ils mettent le 3-1. Ils ont des moments un petit peu chauds. 6 contre 4, c'était trop. Donc, ok, il fait un changement tactique. Fait rentrer Ruben Dias pour faire un 5-4-1. Quand tu peux faire rentrer Ruben Dias parce que tu as commencé avec Gvardiol et Stones, ouais, c'est pas mal. Tu peux faire rentrer Marmouche aussi. Ils ont beaucoup de force sur leur banc, à l'image de ce but de Cherki pour conclure le match 4-1. Un rush en solitaire, une finition pied droit. Parce que lui aussi, comme Antoine Semenyo, il a les lames du chaos de Kratos. Il a les deux pieds, il est akimbo. Et il finit 4-1 pour Manchester City. Avec ballon, ils sont très forts. C'est pas parfait. Donc maintenant, j'ai envie de parler des zones où peut-être Liverpool, un coup à jouer, des choses où aussi fort que City est avec ballon, il y a des moments où eux aussi, ils ont été un petit peu percés dans l'axe. Déjà, par exemple, Nico Gonzalez, que j'aime beaucoup, c'est pas Rodri sans ballon. Je le trouve très lourd, très lent sur les appuis. Et il y a eu pas mal de moments où ses déplacements horizontaux n'étaient pas assez rapides pour combler l'intervalle, pour colmater la brèche. Et là, par exemple, Schlotterbeck trouve... moi, j'ai mal dessiné le trait. C'était pas Guirassy qui trouve. C'est Svensson ici, dans le demi-espace. Mais là, c'est pareil. Ben Sebaini, qui joue pour Schlotterbeck, Anton, et ben c'est pareil. Il a eu un petit peu trop de mal à coulisser. Et cet intervalle avec Foden est percé plein axe pour, encore une fois, un ballon touché par Guirassy au milieu. Je suis allé regarder Nico Gonzalez. Excellent jeu aérien, 95e centile en duel aérien remporté pour un milieu de terrain, 72e en tacle. Le volume de passes réussies, je crois qu'en Première Ligue, ça c'est sur 365 jours, mais je crois que cette saison, je crois qu'il est le premier joueur de Première Ligue avec le plus de passes réussies. Mais par contre, interception, seulement 38e centile, et on pourrait penser, ouais, parce que City a beaucoup le ballon, donc forcément moins de possibilités de faire des interceptions. Je suis allé regarder, non, les chiffres ajustés par possession, il est aussi très bas. Il ne réussit pas beaucoup d'interceptions pour un 6, entre guillemets. C'est ça, par rapport aux autres milieux de Première Ligue, il est celui qui a réussi le plus de passes courtes, de 3e en passe vers l'avant, 4e en duel aérien, 11e en tacle glissé, mais par contre, ajusté par possession, interception, seulement voilà, le 45e milieu de Première Ligue. Donc pas beaucoup d'interceptions. Le volume défensif de Nico Gonzalez, il y a des petits moments où, du coup, légère vulnérabilité, je pense, dans sa zone. En tout cas, c'est un truc qui m'a marqué dans ce match contre Dortmund. C'était pas le seul. Nmecha, il a réussi une passe, on dirait un bug. C'était une passe masquée, j'ai eu peur pour ses ligaments, mais il l'a réussi. Ça, c'était entre Savinho et Reinders. Donc là aussi, dans ce 4-1-4-1, il y a des moments où City, peut-être que pour Wirtz, qui adore se déplacer entre les lignes, depuis la gauche maintenant, on l'a vu contre le Real Madrid, il y aura peut-être des positions comme ça infiltrées. Pourquoi pas pour Szoboszlai, les décrochages d'Ekitike. Il y a quelque chose à faire pour Liverpool là-dedans. Et ce City, comme j'ai dit, de première année de transition, de véritable transition. Guardiola a dit, on construit une équipe pour l'avenir. Les 5 recrues du mercato hivernal dernier, encore une fois cet été, on bâtit une équipe pour l'avenir. Là, pour moi, c'est vraiment année de transition de City. Et il y a des choses où c'est pas encore parfait. Les 10 premières minutes, il y a eu des moments difficiles contre Dortmund. Gvardiol passe intercepté par les longs compas d'Nmecha ici. C'était un petit peu dangereux. Je pense que cette épée méga tranchante de Pep, il y a des moments où City cherche à être tellement axial dans le build-up, parce que c'est vrai, il y a la tentation de, en 2 touches, par exemple, tu trouves Reinders ici, tu peux peut-être immédiatement aller lancer Haaland dans la profondeur, comme on a vu contre Bournemouth. Je comprends, c'est méga tentant, mais du coup, il y a peut-être beaucoup, et donc trop parfois, de recherche de jeu axial.
Je ne sais pas s'il y avait possibilité d'écarter, d'allonger, aller chercher l'autre côté pour Savigno ici. Peut-être plus Doku là, un jeu progressif semi-axial, un peu demi-espace. Je pense que Gvardiol le voit pas parce que quelque part Foden le masque. La proximité de Foden ici peut-être empêche de réaliser cette passe. Donc il y a peut-être encore des petits ajustements à trouver. Je pense véritablement que Sabitzer n'aurait pas intercepté une passe pour Doku ici et que Doku l'a trouvé dans cette poche avec la vitesse à laquelle il se retourne. On sait que c'est méga dangereux. Donc ouais, ça fait une perte de balle, c'est une occasion concédée. Et il y a eu aussi des moments où Doku, que j'adore, qui fait les efforts défensifs de repli, c'est pas par manque d'engagement, c'est pas par manque d'envie, c'est plus par manque de science défensive, où ici par exemple, en 2 contre 1 face à Adeyemi, il donne l'instruction à O'Reilly, vas-y, prends l'extérieur et moi je couvre l'intérieur. Il essaie de synchroniser un petit peu l'action défensive et il dit de faire ça, mais en vrai il n'est pas assez proche d'O'Reilly. Adeyemi, qui a flairé l'odeur du sang, percute à l'intérieur, split les deux. Et en vrai, c'est une action méga dangereuse, frappe cadrée au bout. Donnarumma a fait quelques arrêts dans ce match. Mais voilà, ça, typiquement, encore une marge de progression à trouver pour Doku et O'Reilly. Normalement, dans quelques mois, ça passe plus du tout parce que c'est dangereux, tu peux pas te permettre ça. Surtout quand tu as fait l'effort de repli, que tu es là, presque, tu as fait le plus dur. Donc des petites choses comme ça me font dire que City a encore une marge de progression. Le plus visible, bien sûr, c'est le but du 3-1, ce coup de pied arrêté, où c'est pareil, c'est Doku et Foden. Ok, qui va couvrir sur le côté là? À la base, Doku dit à Foden de le faire. Ensuite, Foden et Doku sont un petit peu alertés par la position d'Adeyemi là au premier poteau, qui peut être dangereux. C'est vrai, ça peut être dangereux. Mais du coup, personne n'est sur le latéral qui centre. Et réduction du score. Donc, ça, des petites erreurs d'inattention, des petites fautes défensives qui t'empêchent de prendre le clean sheet, qui dans des gros matchs de première ligue, encore plus sur coup de pied arrêté, peuvent te coûter cher. Petite erreur ici aussi, la passe de Doku pour O'Reilly. Et un petit peu derrière, Nmecha qui a réussi quelques belles interventions dans la partie. Ça donne une grosse occasion pour Guirassy et encore un arrêt de Donnarumma. Donc voilà, c'est pas parfait pour City. Je pense que c'est ce que Pep a dit au coup de sifflet final à Jérémy, mais dans l'ensemble, c'était assez clair que gros match de sa part. Ils sont pas mal du tout. Ils sont donc deuxième de Première Ligue à 6 points d'Arsenal et ils ont l'occasion de distancer les Reds dimanche à l'Etihad. Méga match. C'est aussi un choc qu'Arsenal regarde avec... ils sont assez bons celui-là. Si, un petit match nul, tu prends 8 points d'avance si tu l'emportes. Contre qui est-ce qu'Arsenal joue ce week-end? Contre Sunderland, à Sunderland. Waouh! Premier contre quatrième. Et City, deuxième contre troisième. City-Liverpool. Pas mal. Bon week-end. Je sais qu'il y a United Tottenham aussi. 6e contre 8e. Très gros week-end de Premier League. Ça va être pas mal. Ça va être cool. Et donc voilà pour nos amis les Sky Blues. Je voulais toucher un mot du Barça aussi, qui jouait dans le même temps contre Bruges, en Belgique. Le rude automne que vit le Barça, qui a fait 3 partout. C'est un 3 partout mérité. Ils ont concédé 2.14 XG. Ils ont été encore très poreux défensivement et ils vivent cet automne difficilement. Koubarsi était sur le banc, encore une fois, après le match en Liga contre Elche, où il était aussi mis sur le banc, après des performances difficiles contre le Real, contre le Paris Saint-Germain, début de saison un petit peu compliqué pour Pau Koubarsi. C'était Araujo, Eric Garcia, la charnière centrale. Ça n'a pas empêché le Barça de prendre 3 buts. Ça n'a pas empêché le Barça de prendre un but dans un match pour la 9e rencontre d'affilée. Ça fait 9 matchs d'affilée. Oviedo, Real Sociedad, Paris Saint-Germain, Séville, Girona, Olympiakos, Real, Elche et donc Bruges. 9e match d'affilée que le Barça ne fait pas de clean sheet. Et c'est totalement logique. Ils ont encaissé 5 occasions majeures dans cette partie. Et défensivement, mais ils ont de gros problèmes. C'est pas la première fois qu'on dit ça. Bruges a eu 24% de possession et a marqué 3 buts. Parce que ce bloc haut où tout le monde veut être sur quelqu'un en individuel, mais Casado est trop lent à sortir sur Van Aken. La touche où tu essayes de coincer ton adversaire dans sa moitié, finalement, ils s'en sortent assez facilement Bruges. Frenkie un peu surpris, et Baldé aussi, qu'Eric Garcia soit en retard sur Tsolis. Sa déviation pour Onyedika, Bruges peut se déplier, et tu te retrouves sur une touche
où tu avais l'ambition de coincer Bruges dans sa moitié, avec 8 joueurs de champ qui doivent courir vers leur but. Et derrière, ça fait une frappe cadrée. C'est pas le 1-0, mais juste au bout de 2 minutes de jeu, 1 minute 43, Bruges a déjà une frappe cadrée sur une situation assez anodine, une touche dans leur camp. Eric Garcia et Frenkie se parlent. Casado, je crois, dit c'est de ma faute. Alors, en tout cas, là, c'est même pas le piège du hors-jeu. Hein. Là, c'est juste une synchronisation défensive. Tu peux même pas dire t'es fatigué, c'est la 2e minute de jeu. Et c'est un peu inquiétant. Je trouve aussi sur les replis et sur l'attitude à la perte, par exemple, petit ballon par-dessus de Fermin Lopez dans la surface de réparation là. C'est capté. Honnêtement, l'attitude à la perte, elle est pas très bonne. Tout le monde est statique. Il n'y a pas véritablement prise de conscience du fait que, bon, il va falloir peut-être courir vers notre but ou faire quelque chose parce que Bruges s'en sort très très facilement. Les gars de Nicky Hayen, je pense qu'ils avaient un plan tactique bien rodé. Beaucoup de joueurs autour du ballon pour vite se sortir. Pareil, la liaison Van Aken-Onyedika. On écarte de côté. Et les porteurs, il est très isolé. Le milieu de terrain, Fermin, Casado, Frenkie, ils sont vraiment dans le no man's land. Et ça, on la connaît maintenant au Barça. Ça concède 4-5 face-à-face par match. Mais l'alignement Koundé, Araujo, Eric Garcia, Baldé, c'est une catastrophe absolue. Carlos Forbes part à la limite du hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu parce que Koundé couvre. Et il va les marquer. Donner la passe décisive à Tresoldi du 1-0. Ça passe sous Chesney aussi, qui est pas exemple de tout reproche et qui a fait un match très difficile. Vivement le retour de Johan Garcia aussi pour le Barça. Vivement le retour de Rafinha, vivement le retour de Pedri. Il y a bien sûr beaucoup d'absents pour le Barça, ça change la donne. Mais ça, qu'on voit semaine après semaine, pareil contre Elche, le but de Rafa Mir, pareil contre Elche. Tous les week-ends on voit ça, toutes les semaines on voit ça. Et bien sûr c'est un gros problème, c'est aussi le but du 3-2 que Carlos Forbes va aller marquer. Défensivement, le Barça, c'est une catastrophe en ce moment. Heureusement qu'ils ont Yamal, qui lui est revenu très fort. On se posait la question il y a une semaine, quelle réaction de Lamine Yamal post-Classico contre Elche, contre Bruges, quel but il a marqué encore si vous ne l'avez pas vu. Je vous promets que c'est mieux que ce screenshot avec 3 traits jaunes. C'est un sacré but. L'échange avec Fermin en pleine surface, magnifique. La passe aussi sur le 1 partout. À la base, l'action, c'est lui qui la génère. Il est impliqué dans les 3 buts parce que c'est aussi son centre dévié qui permet à Barça de revenir une 3e fois dans la rencontre, comme le centre dévié qu'il avait envoyé contre les Levante en début de saison. Donc Yamal est revenu très fort, ils en ont besoin, mais ils ont encore de grosses interrogations défensives. 2 XG concédés de plus, avec seulement 24% de possession. Bruges, c'est cool, on se souvient l'année dernière, c'était sympa. Ils sortaient quand même de 2 défaites d'affilée contre le Bayern 4-0 et même l'Atalanta, qui ne sont pas des foudres de guerre, 2-1. Donc c'était pas censé être des monstres en face, et le Barça en a encore pris 3. On est à Defcon combien là ? Disons Defcon 2 pour les hommes d'Hansi Flick. Il faut vite changer quelque chose. 3e point, Marseille, volé et cramé. C'est le match que j'ai regardé pendant 1 heure. Après les gars, j'en pouvais plus. Après, je suis passé sur Barça City double écran parce que c'était une horreur cette rencontre contre l'Atalanta. Du coup, j'ai rattrapé le lendemain, ce matin, le scénario de la fin de match. Pour moi, il y a 100% main d'Ederson. Je veux bien qu'il y ait une déviation, mais la déviation, elle vient bien avant. C'est un contrôle raté en plus. Le bras est tellement décollé. Et non seulement Marseille n'a pas de pénalty à la 89e, mais Samardzic, derrière, marque le seul but de la rencontre d'une frappe extraordinaire. Pour moi, c'est juste que l'arbitre n'a pas osé retirer un but pour donner un pénalty. C'est une décision trop lourde qu'il n'a pas voulu assumer, je pense, parce que pour moi, c'est pénalty tous les jours. Et du coup, Marseille, clairement, peut se sentir lésé du résultat. Contre l'Atalanta, il y avait tellement quelque chose à faire, mais honnêtement, ils doivent aussi s'en vouloir à eux-mêmes. 0,90 XG créé, et sur l'heure de jeu que moi j'ai vu, honnêtement, c'était une des pires performances de la saison. Je trouve qu'ils n'ont rien fait, à part Greenwood, qui a eu quelques moments sympas, mais qui mettait en lumière aussi la faiblesse collective, parce qu'il se retrouvait en 1 contre 4 et devait faire des miracles. Rulli a démarré comme au Bernabeu avec une erreur. Bon, après, il a sorti un penalty avec une parade immense. Mais Marseille était tellement loin du porteur. J'avais l'impression
J'ai quand même dû aller checker que les dimensions, c'était bien les dimensions FIFA, 105 x 68. J'avais l'impression que le vélodrome, c'était 120 mètres x 90. Le porteur était constamment dans un fauteuil et les Marseillais étaient tellement loin. Cette passe de Lookman pour Kerstovic qui permet de créer le penalty, il est trop tranquille. Pareil, Zappacosta, Lookman, mais j'ai pas du tout compris l'attitude sans ballon des Marseillais qui se sont retrouvés de plus en plus bas. Dans le dos, je pense, d'Ulysse Garcia. Raoul Bellanova, tous les jours, il peut marquer un but ici, à la 48e minute. Avec ballon, à la relance, on a dit Rouli l'erreur, mais pareil, ce double pivot O'Reilly-Højbjerg sur des choses assez basiques. Catastrophique ballon rendu. Et j'ai eu envie d'éteindre ma télé, en tout cas mon PC, quand j'ai vu cette frappe d'Aguerre à la 45e minute. Non. Donc honnêtement, match catastrophique des gars de De Zerbi. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et je dis l'OM volé et cramé, parce qu'honnêtement, tous les jours, ils doivent quand même gagner ce match avec un penalty s'ils réussissent à le transformer et pas prendre le but. Et pour moi, cette décision arbitrale, je la comprends pas. Mais physiquement, les blessures qui s'accumulent, elles ont l'air de faire très mal, parce que je les ai trouvées physiquement vides, totalement vides. Même, on peut parler d'un plan de jeu inadapté, on peut parler de mecs peut-être en méforme, mais quand t'es aussi loin du porteur sur toutes les actions, autant en difficulté sur la pression, je vois une équipe qui a rien dans le réservoir, et pourtant on n'est que début novembre, donc assez inquiet. Et pourtant, c'était une occasion très bonne de prendre des points face à une Atalanta qui était, je crois, sur 6 matchs d'affilée sans victoire, ce qu'on avait vu. Les gars d'Ivan Juric, franchement, ils font pas un bon début de saison. Et maintenant, Marseille est hors du top 24, avec seulement 3 points en 4 matchs. Et enchaîne des défaites contre le Sporting et contre l'Atalanta, et l'Atalanta à la maison. Donc il y a encore des matchs en Champions où Marseille peut aller chercher des points. Il joue Newcastle à la maison, ça va pas être facile. L'Union en déplacement, là il y a moyen de prendre 3 points. Liverpool à la maison, ça va pas être facile. Et j'en ai oublié un. Brest, Nice, Newcastle, Toulouse, Lille, l'Union, Monaco, Nantes, Angers, Liverpool, Lens, Bruges. Bruges chez eux. Honnêtement, ça peut jouer à ce match-là pour le top 24. Il y a moyen que ça se joue jusqu'au bout. Et assez difficile pour nos amis marseillais. Finissons par un petit tour du continent. J'ai commencé à parler dans l'intro vite fait de Galatasaray. Cette vidéo est sponsorisée par mes amis de NordVPN. Pourquoi ? Parce que si vous voulez voir Galatasaray Ajax, un long résumé, eh ben je vous recommande, vous faites ce que vous voulez, je vous recommande de prendre NordVPN et de vous connecter aux Pays-Bas pour avoir accès au résumé Zigo de 12 minutes, comme c'était à Amsterdam, à l'Ajax, chez moi hier. Ajax Galatasaray, 12 minutes 26 de long résumé. Je ne sais pas s'il y a des résumés similaires en France, en fonction du pays dans lequel vous êtes. Ça peut être compliqué d'avoir accès à des longs résumés, des longs formats. Comme ces trucs sont géolocalisés, géobloqués, avec NordVPN, vous faites sauter ces restrictions et c'est pas mal du tout, en plus de vous sécuriser. Donc je recommande NordVPN, comme vous le savez, j'utilise tout le temps, des années et des années bien avant qu'ils me sponsorisent, que j'utilise NordVPN. Vous avez accès avec le lien en description à une très bonne offre de 88 par mois sur 24 mois. Avec 4 mois offerts en plus, ça revient à 80 € pour 2 ans et 4 mois en plus d'abonnement. Donc très bien, je suis sur cette offre. Je la recommande, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et donc, Galatasaray Ajax, que j'ai pas regardé en entier, mais j'ai regardé le résumé de 12 minutes 26. J'aime bien Galatasaray. Depuis le début de saison, on avait vu un match contre Liverpool avec Lemina, Torreira, l'entrejeu sympa. Sané, il n'était pas sur cette aile, il était sur l'autre. Et ça, c'est beaucoup mieux. Osimhen a marqué un triplé, il aurait pu en avoir d'autres parce qu'il a réussi un enchaînement en pleine surface incroyable. Il a fallu une belle parade de Pasvier. Et ici, sur cette tête, tout ça, c'est avant même le 1-0. Encore belle détente du taulier Ajacide. Mais le 1-0, Lemina pour Sané, Singo qui déboule dans le couloir, et Sané qui peut centrer dans sa position préférentielle pour Osimhen en seconde période 1-0. Ouais, ça, c'est le genre d'action où tu dis que Galatasaray a vraiment quelque chose avec Salah qui a laissé passer au premier poteau aussi. Ils ont de très beaux mouvements collectifs, ils étaient top contre Liverpool, tout le monde écrase l'Ajax qui est dernier du classement, donc ça veut pas dire grand chose,
Mais sur les séquences que j'ai vues, Singo qui bat son homme et qui accélère à l'intérieur comme ça, qui transmet à Sané, ça va aller gagner un penalty derrière, c'est top. Il y a 2 penalties dans les 3 buts pour Osimhen, mais honnêtement, il a été menaçant sur beaucoup de situations. Il laisse en vue Sané ici, hein, que je vous spoil, il n'aura pas son check. Il n'aura pas son check. Mais Osimhen aura son ballon et il est déjà le meilleur buteur de la Champions, du coup, avec 6 buts, si je dis pas de bêtises. Et Galatasaray, donc, comme on a dit, ils sont tout en haut, 9e, à égalité de points avec Liverpool, le Real, Newcastle et le Paris Saint-Germain. 3 victoires en 4 matchs pour eux, dont une contre les Reds. Ils font un super début de saison de Champions. Et top 8, ça va être difficile parce que les places sont chères. Mais on verra. C'est quasiment sûr maintenant. Galatasaray au moins au prochain tour. Et l'Ajax, c'est quasiment sûr que non. Ils sont catastrophiques, les gars d'Eitinga. Ils font pas honneur à la belle ville d'Amsterdam. Karabag, je ne sais pas s'ils font honneur à la belle ville de Karabag, que je connais assez mal. Mais par contre, ils font honneur à leur club. Ils sont allés chercher un 2 partout chez eux. Eux, ils restent chez eux. Hein. Tout le monde doit se déplacer à Karabag et c'est un enfer, etc. On sait. Eux, ils sont à Karabag, donc c'est pas un déplacement particulièrement difficile. Mais ils ont pris le point du match nul contre les Blues. Yorel Atto, pour poursuivre la soirée catastrophique de l'Ajax. Lui, le transfuge des Pays-Bas, a vécu une soirée infernale. Battu ici, honnêtement, si le mec de Karabag tombe mieux, ça aurait dû déjà être un penalty. Alors, Estevao a marqué un top but. Et quelqu'un l'a drafté dans la méga draft de Première Ligue. Rendez-vous demain pour ça. Estevao a marqué un top but, mais Yorel Atto a rendu tout ici pareil, ballon perdu. Ça termine dans les pieds d'Andrade. Andrade de Karabag qui est en train de faire une saison de Champions totalement folle. C'était notre joueur à suivre de Karabag, mais alors totalement au pif. Hein. C'était juste parce que je pense c'est le mec le mieux coté et qu'il était international capverdien. On l'avait dit à l'époque. Hein. 3+3 en qualif. 3 buts encore en Champions sur la vraie phase de ligue. Le but de l'égalisation ici, le premier contre Chelsea. La pression sur Yorel Atto qui perd encore un ballon dans son premier tiers. Et en plus derrière qui fait la main dans la surface pour le penalty. Mais quel calvaire, il lui manquait plus qu'à prendre un carton rouge et à marquer un but contre son camp. C'était pas loin de ce type de match-là pour Yorel Atto. Karabag marque le penalty. Maresca qui a dit en conférence de presse qu'il avait vu ce match comme une opportunité de faire pas mal de rotation. Caicedo était sur le banc, Enzo Fernandez était sur le banc. Il a dû faire entrer les deux, notamment parce que Lavia s'est blessé à la 4e minute. Aïe. Et Garnacho est entré aussi. Il a marqué le but de l'égalisation. Karabag a donc perdu un point, perdu 2 points qu'ils auraient peut-être dû prendre. Parce qu'ils ont fini avec 1,63 IG Karabag, 1,26 pour Chelsea. Pour certes, il y a un penalty dans le lot pour Karabag, mais ils se sont créés 3 grosses occasions. Ils ont été bons, ils ont été très bons, et eux aussi, ils sont très hauts en Champions. Karabag est actuellement à la 15e place, avec déjà 7 points en 4 matchs. Le Pafos aussi est à 5 points. Donc bon, le Kairat Almaty, eux, ils sont tout en bas comme prévu. Mais sinon, il y a pas mal de petites surprises cool. Karabag, le nouveau Brest de cette phase de ligue. Un peu moins bas que les Brestois l'année dernière, en tout cas au départ. Mais ouais, très intéressant. Assez extraordinaire ce que ces gars font avec un entraîneur qui est là depuis 2008, littéralement. Kourbanov, presque plus de 15 ans qu'il est là. On voit peu ça aujourd'hui. Et ouais, Karabag qui a dépensé, je pense, 600 000 euros cet été. Ouais, moins 600 000, c'est leur bilan des transferts cet été. Ils ont 5 mecs qu'ils ont pris en D2 portugaise. Ils ont vendu pour 300K, acheté pour 900K. Je pense tu fais un prêt immobilier et tu peux faire le mercato de Karabag en gros chaque été. Donc c'est assez extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont 15e de Ligue des Champions. Enfin, je voulais terminer, oui, avec ce truc qui m'a un peu choqué. C'est ma position de rêve. En tant que défenseur central, je peux réellement être Coupe Miners. Teun, Coupe Miners. Voilà, c'est la phrase de la semaine. Ça m'a un peu tué parce que j'aime bien l'idée d'être réellement soi-même. Et effectivement, en tant que défenseur central, gauche, dans un système à 3, il a été réellement lui-même, il a été pas mal du tout contre le Sporting. Il y a des compilations de Coupe Miners en tant que défenseur central qui sont en train de tourner. La Juve, désormais, de Luciano Spalletti, il tient son premier coup tactique. Coupe Miners a déjà joué défenseur central 48 fois, beaucoup à la Z, sur une saison notamment. Donc c'est pas le truc le plus choquant du monde.
Mais pour un milieu offensif que tu as recruté 60 millions, et à une époque, ça fait quand même Dean Huijsen que tu as vendu. On a parlé de la situation de la Juve qui a peut-être loupé le coche en vendant Huijsen, Soulé, Barrenechea, Moïse Ken, qui aurait pu avoir avec Yildiz une attaque Soulé, Ken, Yildiz. Tout ça pour dire, ouais, donc ils n'ont pas Huijsen, ils n'ont plus Huijsen, mais ils ont désormais Teun Koopmeiners, et qui peut-être va se reconvertir définitivement, en tout cas sur le reste de cette saison, en tant que défenseur central gauche d'une défense à 3. Il ne sera toutefois pas le meilleur défenseur central gauche de la semaine de Champions, ça c'est impossible. Parce qu'il y en a un autre néerlandais, qui a fait une folie. Ce sera le but de la semaine et un des buts de la saison. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Je vous promets que ce sera mieux que ces 2 screenshots. Mickey Van de Ven, il a fait un truc incroyable contre Copenhague. Tottenham l'a emporté 4-0. Je pense que derrière, il n'a pas ignoré Thomas Frank. Ce serait pas sympa, Mickey. Et peut-être que Tottenham tourne la page. On verra samedi contre United. Voilà les gars, la saison de la vengeance pour Manchester City, on verra. Une saison, c'est long. Mais entre ces Sky Blues qui veulent se venger et ces Reds qui sont peut-être de retour, on va vivre un très très beau dimanche. Donc passez un très bon début de week-end. On se retrouve demain de toute manière pour la Mega Draft Première Ligue. Ça nous mettra aussi en appétit pour ce beau week-end. J'espère que tout roule pour vous comme d'habitude les gars. Encore une fois, merci pour le soutien, merci pour la force. Si vous êtes en podcast, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles. Ça me fait toujours plaisir. Ouais, j'ai rien de plus à ajouter. Merci beaucoup, vous me régalez. Prenez soin de vous les potes, surtout passez une excellente soirée et on se dit à demain. Bisous.